Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Si ce podcast vous plaît, merci de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode. Dans cet épisode de So Sweet Planet, nous allons parler d'un livre dont le titre est Terre et liberté, terre au pluriel, liberté au singulier, sous-titre Manifeste antiraciste pour une écologie de la libération. Ce livre est le premier d'une collection dont nous allons parler. Le titre de la collection, c'est Écologie de la libération. Le texte de 4e de couverture, que je vais lire rapidement parce que ça va résumer et nous permettre d'entrer ensuite dans le vif du sujet. Personnes non blanches, pauvres, femmes, sur les sujets climatiques les plus vulnérables sont les plus touchés. Ce sont pourtant celles et ceux que l'on voit et que l'on entend le moins dans l'écologie politique. Ces personnes ne sont pourtant ni absentes ni muettes, elles sont simplement invisibilisées. Terre et liberté veille à définir les principaux enjeux, sujets de controverse, champs d'action et lutte concrète de l'écologie antiraciste contemporaine. En ce sens, cet ouvrage a pour objectif de répondre de manière inédite à une demande de grille d'analyse et de perspective en matière d'écologie politique et d'antiracisme, deux champs encore trop rarement envisagés conjointement. Au-delà de sa portée didactique, Terre et liberté est un manifeste qui répond à une urgence militante et à une question cruciale: comment réussir à faire monde ensemble? Un livre essentiel qui repense les fondements de l'écologie politique avec un horizon renouvelé, celui de l'égale dignité humaine. J'ai beaucoup aimé ce livre pour plein de raisons et c'est pour ça que je souhaitais en parler sur So Sweet Planet et je suis ravie qu'on puisse le faire parce qu'il me semble indispensable ce livre dans le contexte actuel, national et international, parce qu'il comble intelligemment des lacunes dans les grilles de lectures actuelles et parce qu'il aide à comprendre des sujets qui peinent à émerger dans notre société et qu'il est vraiment urgent de considérer pour faire justement monde ensemble. Je dis intelligemment, non seulement parce que les autrices et auteurs qui s'expriment ici sont brillants, sont de grands intellectuels, je ne les connaissais pas toutes et tous, mais pour n'en citer que quelques-unes, Arturo Escobar, Nadia Yala Kisukidi, grande spécialiste de Bergson, Maya Mindu, Malcolm Ferdinand, et celle que je reçois aujourd'hui, Fatima Wassak, l'autrice des essais remarqués, La puissance des mers et Pour une écologie pirate, paru à la Découverte, ainsi que des récits littéraires Rue du Passage et Comme Ali. Son engagement antiraciste et écologiste s'illustre notamment par la création du Front de Mer, MERES, et de Verdragon, la première maison de l'écologie populaire créée il y a 4 ans. Donc ce qui est aussi à noter, c'est que dans ce livre, ce ne sont pas juste des théories intellectuelles, ce ne sont pas des théories intellectuelles coupées du monde, il y a beaucoup d'expériences de terrain. Et Fatima Wassak est la directrice de cette nouvelle collection. Bonjour Fatima. Bonjour. Comment est née l'idée de cette collection? Car ce livre, si j'ai bien compris, est le premier ouvrage de la collection Écologie de la libération. Alors c'est une idée qui est née dans le prolongement de luttes qui ont été menées, d'échanges aussi, de réflexions, de débats qu'on a pu avoir, notamment autour de l'idée que l'écologie était pas assez ceci ou trop cela. Alors en résumé, voilà, le reproche que l'on peut faire à l'écologie telle qu'elle existe aujourd'hui, en tout cas telle qu'elle est proposée aujourd'hui en France, c'est d'être trop bourgeoise, trop blanche, centrée autour des intérêts, des enjeux d'une seule classe sociale. Partant de là, il y a un certain nombre de luttes, je l'ai dit, qui ont été menées. Et voilà, dans le prolongement de ces luttes, l'envie, le besoin de se mettre autour de la table avec des camarades pour essayer de faire avancer la chose. Donc vraiment avec une écologie critique, et vraiment on n'y va pas avec le dos de la cuillère dans ce premier livre, mais
vraiment en ayant en tête que tout ça est pour, comment dire, pour faire oui, avancer, pour progresser cette écologie en laquelle on croit malgré tout. Je vais lire un petit extrait, page 11. Tu écris dans l'introduction: l'écologie de la libération, c'est notre réponse à l'urgence que constituent les conséquences du dérèglement climatique et la montée en puissance des fascismes alliés au néolibéralisme en France et en Europe. C'est l'ensemble des grilles d'analyse, projets politiques et mouvements sociaux qui visent à libérer les animaux humains et non humains d'un système d'exploitation et de domination. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ces grilles d'analyse, ces projets politiques, ces mouvements sociaux, qu'est-ce que ça recouvre ? Alors, dire que là encore, c'est une réaction en fait à quelque chose qu'on a pu observer. Le fait que dans le mouvement écologiste, les mouvements écologistes, parmi les organisations qui portent un projet écologiste, il y a une critique, une autocritique qui a pu exister ces dernières années. Justement, alors je le disais tout à l'heure, une critique autour de l'entre-soi. Il y a cet entre-soi qui est problématique et donc on va essayer de changer les choses. Et malheureusement, ce changement, en fait, ne s'est traduit que par un débat autour de la diversité. Autour de l'idée que voilà, on est trop blanc ici, on est trop de classe moyenne supérieure, allons chercher des non-blancs. Là, ce qu'on a essayé de dire, ce que j'ai essayé de dire, c'est on ne peut pas se contenter simplement de décorer les espaces écologistes de corps non blancs. Il faut pouvoir prendre en considération le fait que ces personnes non blanches, ces populations non blanches pensent aussi. Elles luttent, elles pensent aussi. Et donc, il faut considérer le projet politique et pas simplement la masse derrière le front écologiste. Et dans ce projet politique, nous, ce qu'on essaie de dire, ce qu'on donne à voir et à lire, ce sont ces pensées décoloniales, ces réflexions antiracistes, cet héritage, ces héritages, ce patrimoine antiraciste décolonial qui ne peut qu'enrichir l'écologie politique. Donc on se situe vraiment dans le champ intellectuel, bien sûr dans le champ militant et politique, mais vraiment on insiste sur cette dimension intellectuelle. C'est pour ça que j'insistais aussi tout à l'heure sur cet aspect critique. Les pensées décoloniales et donc la pensée de Frantz Fanon et donc les réflexions de Thomas Sankara et donc, enfin autant de figures que mobilisent les différents auteurs-autrices du livre et la pensée de Maria Lugones qui va arriver et les pensées d'Arturo Escobar qui a écrit le dernier texte du livre. Donc voilà, donc on ne va pas se contenter simplement de la question de la diversité, on va venir avec, encore une fois, ces pensées, ces philosophies, ces contradictions aussi, parce qu'on n'est pas tous d'accord les uns les unes avec les autres. Et c'est ça qui va, j'espère, on l'espère, amener un nouveau souffle à cette écologie politique qui quand même n'est pas dans son meilleur moment à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai. Comment ont été choisis les participants à ce premier livre ? Je me suis demandé, est-ce que c'est toi, en fait, qui les as choisis, puisque tu es la directrice de collection, ou comment ça s'est fait pour que toutes ces personnes soient réunies dans ce premier livre ? Et est-ce qu'il y avait un certain équilibre dans les différents points de vue qui pouvaient être importants ? Ou comment ça s'est fait, en fait ? Alors oui, je les ai choisis. Je travaille dans cette maison d'édition Les Liens qui libèrent, maison d'édition bien nommée, oui. Avec Gabriela Larin que je connais depuis quelques années et on partage voilà cette ambition autour de l'écologie antiraciste, l'écologie décoloniale. Mais effectivement, j'ai été chercher des camarades que je connais, que je lis, que je respecte beaucoup, dont j'estime beaucoup le travail. Alors oui, il y a eu un certain nombre peut-être, oui, alors d'équilibre, oui, certainement, ne serait-ce qu'entre hommes et femmes, oui. Par exemple. Mais aussi, ce qu'on voulait aussi donner à lire, c'est le point de vue des collectifs. Et pas simplement des individus, aussi illustres soient-elles, mais on voulait aussi donner la parole, en tout cas ouvrir l'espace de la collection et de ce premier livre aux collectifs militants, pour dire que cette écologie décoloniale, c'est une écologie, tu l'as dit en introduction, qui s'ancre dans le terrain, dans les luttes de terrain,
Et les luttes de terrain sont menées par des collectifs militants. Il y en a deux dans le livre, le collectif Vietnam Dioxine et le collectif À A4. 4, oui. Peut-être qu'on pourra en parler. Moi, la On peut en question que j'ai parler, posée oui, oui. À Vietnam Dioxine, oui, c'est à quoi renvoie l'agent orange? Tout à Voilà. fait, oui. De Et quoi c'est, l'agent orange est-il le nom? oui, Et puis le collectif A4, oui, collectif de personnes migrantes qui font un travail politique, militant syndical, et le pont aussi entre la terre dans les pays d'origine, que sont le Soudan, le Maroc, etc., et les terres de ces campagnes en déclin en France hexagonale. Donc voilà, donc c'était important, par exemple, de donner aussi la parole à ces collectifs militants, à des philosophes, à des personnes plus militantes, à des artistes. Je pense à Maya Mindu. Donc voilà, il y a un équilibre, mais bon, qui s'est fait assez naturellement en réalité. oui. Et effectivement, c'est vraiment, ça crée un ensemble très riche, le fait qu'il y ait ces collectifs, et ça vient un petit peu argumenter ce que vous défendez, même s'il y a sans doute et heureusement des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, mais on sent un petit peu ce qui sous-tend tout ça. Et je trouve que ça permet de rendre visible justement, et c'est quasiment comme des exemples, ce que défendent ces collectifs par rapport à ce que vous défendez. On va en reparler tout à l'heure. Alors en général, je demande aux personnes que j'interviewe sur SoSuite Planète comment elles se sont intéressées à l'écologie, parce que tout le monde ne s'intéresse pas encore à l'écologie. Comment tu t'y es intéressée, et en fait, qu'est-ce qui t'a fait relier l'écologie à tes préoccupations et considérer que ces préoccupations faisaient partie de l'écologie, ce qui n'est pas toujours le cas des écologistes, justement. Ça me semble un petit peu central dans ce livre. Alors, si tu me permets, j'ai pas voulu t'interrompre, mais à propos de ce livre, tu disais que oui, certainement, il y avait des points de contradiction, de divergence entre nous, mais effectivement, il s'agit d'un manifeste. Et donc, le manifeste nous engage. On est censé aller dans la même direction quand on signe ensemble un manifeste. Maintenant, je tiens à dire quand même qu'il y a effectivement des désaccords de fond et qui sont, je pense, assez intéressants, assez enthousiasmants. Il y a notamment un désaccord qu'on a essayé de mettre en scène dans et la grille d'analyse et l'horizon, c'est le texte notamment de Norman Ajari, lu avec en perspective le texte de Myriam Bafou. Voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, on dit pas la même chose. Ces deux philosophes ne disent pas la même chose, et ça, c'était important pour nous aussi de dire attention, cette écologie décoloniale, c'est pas le lieu de l'accord absolu, justement, ce qui va faire sa richesse à cette écologie, ce sont les contradictions, les désaccords, le débat, en fait. Oui, oui. Et vraiment, on en appelle à ça, au débat et à la controverse. C'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour nous. Et oui, je pense que c'est assez présent dans le livre, malgré le fait, encore une fois, qu'il s'agit d'un manifeste. Alors, comment je suis entrée en écologie? Alors, moi, je suis entrée par antiracisme. Par lutte contre l'islamophobie. Je suis entrée aussi en tant que mère, je pense que c'est important, mère, maman. Je suis entrée en tant que militante, et donc je suis entrée avec cette idée que la lutte, elle est au centre. Je suis entrée avec des horizons de liberté-libération, comme tout militant, militante anticolonialiste, anti-impérialiste. Moi, mon horizon, c'est bien ça, c'est la libération. Alors quand je disais que je suis entrée en tant qu'antiraciste, le centre de ce que je défends, c'est l'égale dignité humaine. C'est pas toujours le cas quand on entre en écologie. Moi, c'est mon cas. Alors pourquoi je suis entrée avec l'antiracisme dans l'espace écologiste? Parce que voilà, en tant que militante, j'ai été confrontée, alors que je revendiquais une mesure qui peut être considérée comme écologiste, l'alternative végétarienne à la cantine, j'ai été confrontée à un mur raciste et islamophobe. Et donc, voilà, bon gré mal gré, j'ai été amenée à articuler les deux. Mais tu vois, de fait, Oui. je veux dire, il n'y a pas d'abord un travail de réflexion avec deux outils que sont l'écologie politique et l'antiracisme. Et un matin, je me lève et je me dis, ah, ce serait bien d'articuler les deux, de lier les deux. Tiens, peut-être que ça va, voilà, ça va ouvrir comme ça des perspectives philosophiques. Bon, C'est le concret comme qui t'a... souvent.
Oui. Alors, je distingue pas tant le concret et l'abstrait, en fait, en réalité, parce qu'il y a toujours les deux. On est toujours en réflexion, y compris lorsqu'on lutte. Non, c'est la lutte. C'est là-dessus que je voulais insister. C'est une lutte. C'est pour ça qu'on ne peut pas être désancré. On ne peut pas être hors sol. Tu disais au départ, voilà, on sent quand même une perspective théorique, philosophique, et en même temps, on sent que c'est vraiment ancré dans du terrain. Oui. En fait, ça ne peut pas être autrement, puisque tous et toutes ici, autour de la table, dans le livre, nous avons un pied dans la lutte. Tu vois, donc en fait, il y a cette justesse que je trouve vraiment intéressante à lire, en fait. C'est que quand on parle, y compris lorsqu'on parle de théorie politique, de philosophie, on a les pieds dans la terre, en fait. C'est de fait. Et moi, mes pieds, ils sont dans un quartier populaire. Ils sont dans un pays, la France, à l'heure où l'extrême droite monte en puissance, à l'heure où l'extrême droite pourrait prendre le pouvoir en France, le pouvoir via la tuyauterie électorale. Voilà, il y a un contexte qui fait que j'entre en écologie par antiracisme. Il se trouve que moi, je suis une personne non blanche, je suis une femme musulmane, je suis militante des quartiers populaires, c'est avec ça aussi que j'entre. J'entre aussi avec des lectures, hein, j'entre aussi avec une passion pour Frantz Fanon, une passion vraiment, c'est-à-dire que moi, de lire Frantz Fanon, ça m'a... comment dire, pour reprendre un référent culturel autour de Matrix, moi ça m'a fait sortir de la matrice. Je sentais que c'était ce référent qui allait arriver. Ah bah bien sûr. Oui, il est très à propos. Oui. Ouais, je suis de cette génération. Moi, c'est vraiment un film qui m'a... Un film, et puis un livre, Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, Les damnés de la Terre, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans le livre, cette histoire des damnés de la Terre. Et voilà, moi j'entre en écologie aussi avec cette pensée, ces pensées-là, ces livres-là. J'entre avec André Gortz aussi, la pensée d'André Gortz. Ça, avant même d'être écologiste, moi j'étais déjà lectrice et passionnée aussi, je reprends le mot, d'André Gortz, pour qui l'écologie, c'est la libération. C'est se libérer d'un système capitaliste. Mais alors, comme j'ai lu Fanon aussi, pour moi, c'est se libérer d'un système colonial capitaliste. Tu vois, donc j'ai fait mon petit marché comme ça entre ces différents penseurs, penseuses, et c'est avec ça aussi que j'entre en écologie. Voilà. Je sais pas si je suis évidemment pas complète hein, dans ce geste, en fait. Mais comme je le disais tout à l'heure, et pour conclure là-dessus, moi c'est un outil, l'écologie. Et j'ai parlé de croyance, j'ai dit on y croit malgré tout. C'est-à-dire qu'on est très critique. Et en même temps, voilà, en tout cas moi je considère que l'écologie politique c'est un outil d'émancipation et de libération depuis les quartiers populaires. Pas que des quartiers populaires, mais en tout cas depuis les quartiers populaires et pour les quartiers populaires, moi je pense que c'est l'outil de libération qui est central, qui est fondamental et qu'il faut privilégier donc. Oui. Donc dans l'introduction que tu as écrite, on peut lire, page 8, je vais lire ce petit extrait parce que je le trouve très, très éloquent. Dans le même temps, pour partie en réaction, grandit dans le champ de l'émancipation une exigence radicale de justice. La domination des uns, des unes, la domination des uns sur les autres n'est plus supportable. Cette exigence est le fruit d'une prise de conscience collective, celle de militants, d'intellectuels, de syndicalistes, de paysans. Donc en écriture inclusive, hein, je peux pas tout, ça va rompre un peu la fluidité si je m'arrête à chaque fois pour donner les équivalents féminins-masculins. Donc d'intellectuels, de syndicalistes, de paysans, d'avocates, d'artistes, d'éditeuristes, de journalistes engagés qui partagent l'ambition de construire un front commun contre ce qui ravage le monde. En France, ce souffle radical pointe son nez aux portes de l'écologie politique. Le terrain est favorable. Depuis une dizaine d'années se tisse un début d'alliance entre luttes écologistes et antiracistes, et on voit arriver une production théorique d'une écologie décoloniale, un travail qui s'est ancré dans des luttes locales pour les soutenir et s'en inspirer, et qui a mené en 2020 à un mot d'ordre partagé entre écologistes et antiracistes. On veut respirer. Depuis, nous sommes nombreuses à avoir découvert la mission de notre génération, travailler à un projet écologiste où l'égale dignité humaine est à la fois le centre et l'horizon. Reste à savoir si nous nous apprêtons à la remplir ou à la trahir. Voilà très précisément où nous en sommes aujourd'hui. Donc, dans cette introduction,
Peut-être on peut faire un lien avec ce titre, Terre au pluriel et Liberté au singulier. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ? Oui, oui. Je voulais juste revenir sur cette citation de Frantz Fanon, donc extraite des damnés de la Terre. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je me permets de la citer parce que tu parlais dans l'extrait de l'introduction de notre mission. En fait, je disais, voilà, on a découvert notre mission. C'était pour dire, voilà, c'est pas du tout le champ lexical évangéliste. Oui, oui. Quand on dit qu'on est missionnaire, c'est bien en référence à cette, D'accord. à cette citation de Fanon. De Fanon. Et alors, tu me demandais, pardon, excuse-moi, Anne. Quelques mots sur ce titre, Terre au pluriel et Liberté au singulier. Oui, alors, terre et liberté, voilà deux notions qui sont centrales dans les pensées décoloniales, dans les pensées liées à l'immigration postcoloniale. Avant ça, dans les pensées liées aux libérations anticoloniales, aux libérations en Afrique. Alors, terre et liberté, alors oui, terre au pluriel, parce que on a voulu dire à quel point... Alors, il y a la terre, dont on parle quand on est dans l'écologie classique, la Terre, la planète à sauver, etc. Alors nous, on s'inscrit plutôt dans une grille d'analyse où sont présents les rapports de domination. Les rapports sociaux de domination, les rapports de ratio, les rapports de race et les rapports de genre. Voilà, on les prend en considération. Et donc, terre au pluriel, c'est pour dire à quel point la terre n'est pas ravagée de la même manière, selon qu'il s'agit de la terre en France hexagonale, par exemple, ou de la terre en Guadeloupe, ou de la terre en Ouganda, ou au Yémen. Voilà, donc, alors non seulement les terres ne sont pas ravagées de la même manière, notamment ne subissent pas de la même manière les conséquences du dérèglement climatique, mais derrière les terres, il y a aussi des territoires qui sont en guerre. La terre, en réalité, c'est un champ de bataille. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de terre au pluriel. C'est donner à voir ce champ de bataille, casser un peu cette idée qu'il y aurait là une entité, la planète, la Terre, où on serait tous et toutes sur le même bateau. Voilà. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on reproche à l'écologie classique, justement, considérer qu'on est tous dans le même bateau et, voilà, et qu'on va se battre de la même manière et que tout le monde va se sentir concerné de la même manière. C'est pas le cas. Liberté, en revanche, c'est au singulier et là, on a voulu insister sur l'idée que pour être libre, il faut que tout le monde le soit. C'est important de le dire aujourd'hui. Par exemple, sur la question de la liberté de circulation, on peut considérer qu'on est libre de circuler un peu partout dans le monde quand on a un passeport français, quand on peut vaquer comme ça d'un endroit à l'autre. Nous, on considère qu'il ne s'agit pas là d'une liberté, mais d'un privilège. Parce que tout le monde ne peut pas jouir de ce droit, le droit de circuler librement. Donc voilà, le fait de l'avoir mis au singulier, la liberté, c'est vraiment pour de donner à voir cet horizon, la liberté, comme un horizon universel et dont tout le monde doit se soucier. Voilà. Et à partir du moment, encore une fois, où parmi nous, des individus ne sont pas libres, voilà, encore une fois, personne ne l'est. Voilà un peu comment on a travaillé ce titre. Oui, un vrai universel donc. Tout à fait. Comme celui qui est sur lequel ont écrit Mame Fatou Niang et Julien Suido, je crois. Oui, pour casser l'idée de l'universalisme. Universalisme, oui. Et un livre que je recommande, c'est pas la première fois que j'en parle aussi. Et ce livre-là, je me disais, en fait, en le terminant, c'est comme une maison construite avec plein de matériaux très différents, et au final, ça fait une belle maison, riche, pleine de diversité, et où tout se tient, avec des différences, avec tout ça. Et je pense au texte de Maya Mindu, que j'aime beaucoup aussi, que j'ai découverte alors assez récemment, parce que j'avais fait une interview de Alexis Pauline Gums, dont le livre est sorti aussi au Lien qui libère, extraordinaire autrice américaine, et donc il y avait des illustrations que j'ai trouvées magnifiques et tellement inspirées, qui avaient été réalisées par Maya Mindu.
Et donc là, on la retrouve pour une illustration et aussi pour un texte. Donc je vais lire déjà la petite biographie, parce que c'est que quelques lignes, les petites biographies que vous avez mises à la fin des quelques personnes dont on peut parler. Donc Maya Mindu, artiste pluriel. Maya Mindu collabore avec de nombreuses revues, Ballast, Mille Cosmos, The Funambulist, Panthère, Première, et des maisons d'édition, Cambourakis, Projectile, Les Liens qui libèrent. Son travail artistique s'intéresse aux identités et aux genres en contexte colonial et post-colonial et donne à voir les luttes sociales contemporaines. Et dans le très beau texte de Maya Mindu, on peut lire quelques questions qui la traversent. Donc elle dit « S'approprier sans posséder, est-ce possible ? Cultiver et nourrir plus vertueusement ? Peut-on aimer la terre pour ce qu'elle est, sans verser dans le nationalisme ?» Ce sont des questions qui traversent d'ailleurs un peu tout le livre, tout le sujet. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur Maya Mindu et son texte qui est puissant, qui est sensible et qui est spirituel aussi ? Oui, alors Maya Mindu, je la connais depuis plusieurs années maintenant. C'est une grande amie, c'est quelqu'un de formidable, effectivement, qui est illustratrice, qui est artiste, qui expose ses œuvres un peu partout dans le monde. Elle était il y a quelque temps au Palais de Tokyo, mais voilà, elle voyage beaucoup. Son travail intéresse beaucoup à l'étranger. Et alors, il se trouve effectivement qu'elle a fait l'illustration qui est en couverture du livre, et elle fera l'illustration de toute la collection. D'accord. Parce qu'elle a vraiment un travail artistique aussi qui est incroyable. C'est aussi la cofondatrice de la revue Ballast. Elle s'intéresse beaucoup aux questions écologistes déjà, antispécistes aussi, il y a donc à la libération animale. Alors là, elle a voulu donner à voir la manière dont on envisage des deux côtés de la Méditerranée la transmission. Et alors effectivement, elle essaie de montrer que, alors ici en Europe, je réduis un peu son propos, il faut vraiment la lire Oui. pour voilà, en comprendre vraiment la l'ampleur de la pensée. Mais voilà, si je devais résumer, elle montre qu'en Europe, lorsqu'on cherche à transmettre, alors là, on transmet dans le marbre. Voilà, il faut que ce soit inscrit dans le marbre, dans la pierre, dans quelque chose de dur. Parce qu'on veut conserver les choses. Et donc elle parle des différents, sur différents sites, les musées, où il y a du marbre, la pierre. Et elle essaie de montrer que, à l'inverse, dans ces régions d'Afrique où elle a pu se balader, la transmission, elle a moins besoin de ça en fait, moins besoin de se montrer, d'être matérialisée. Avec des gros sabots. Voilà. Et c'est et là on est plutôt sur du sable qui parfois est fuyant, dont on perd beaucoup, mais en même temps qui est là, qui circule. Voilà. Et il y a moins la volonté de conserver, de contrôler, de l'avoir en main. Voilà. Et elle montre que derrière ça, il y a différentes conceptions, des conceptions vraiment, opposées en fait, de ce que doit être la transmission intergénérationnelle. Elle fait un passage d'ailleurs par l'Amérique du Sud aussi, oui. Avec un personnage qu'elle appelle l'Ancienne, qui a fui une dictature et qui essaie de faire son deuil à travers un petit morceau de terre qui lui rappelle chez elle, son pays. Il y a quelque chose là aussi qui est lié à la maternité, donc à nouveau à la transmission à un enfant perdu, c'est pour ça qu'elle est en deuil. Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là qu'elle pose. Encore une fois, moi j'ai surtout lu des enjeux de transmission, en fait, comment on transmet. Comment on se transmet. Et puis il y a un passage que j'aime beaucoup dans ce texte qui est lié à la manière dont on construit nos villes ici en Europe, avec le sang, beaucoup de sang, en tout cas avec la pierre, avec la matière, les matériaux venus de l'autre côté de la Méditerranée. Elle nous invite à réfléchir à ça aussi lorsqu'on se balade dans nos rues. Oui. Alors ensuite, évidemment, on ne va pas pouvoir parler de tout le monde et de chaque texte, mais j'en ai extrait comme ça on va picorer. Hamzat Boukhari Yabara écrit page 73 que la crise écologique et la survie du capitalisme sont liées dans le sens où le fonctionnement à court terme du capitalisme, dans sa quête de rentabilité et de profit, ne lui permet pas de se projeter sur des problématiques de temps long,
comme l'exigent les enjeux climatiques. Alors ça, c'est résumé là en 3 lignes. C'est hyper efficace et très clair et très juste, je trouve. Donc cette écologie de la libération, j'imagine qu'elle doit s'inscrire justement dans un temps long, contrairement à ce capitalisme qui court tout le temps. Alors effectivement, contrairement à ce capitalisme qui court d'autant plus qu'il veut se maintenir à tout prix. Oui, il y a une avidité féroce. Oui, mais aussi contrairement à cette écologie qui en appelle à l'urgence, et qui en devient presque ridicule. Oui. C'est-à-dire, il ne nous reste plus que 3 ans, et sinon, si on ne fait rien, au bout de 3 ans, on va tous mourir, le monde va s'effondrer. Et 3 ans après, il ne nous reste plus que 5 ans, et sinon, tout va s'effondrer. Je veux dire, ce truc-là, vraiment dans l'urgence, et si c'est pas maintenant, on va tous mourir, et si on ne fait rien maintenant, on va tous mourir. Bon, alors ça peut marcher une fois, mais on voit bien qu'à la longue, bon, ça devient ridicule. Autant, penser les choses en profondeur, et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pour ça qu'on essaie d'articuler ce que l'on peut faire aujourd'hui, les luttes d'aujourd'hui, dans le prolongement des luttes, notamment des luttes anticoloniales. Pour dire, voilà, des luttes qui ont commencé il y a longtemps déjà, plusieurs siècles en réalité. Dans quelle mesure les luttes écologistes peuvent être le prolongement de ces luttes de libération de la terre, puisque l'entreprise coloniale, c'est bien une entreprise de spoliation de la terre. Les luttes anticoloniales, ce sont des luttes de reprise de terre, de libération de la terre. Bon, la lutte écologiste, on peut la considérer comme une lutte anticoloniale, en réalité. C'est pour ça qu'on fait si facilement le lien entre les deux. Alors, Hamzat Boukhari, la première fois que je l'ai contacté à propos de ce livre, il a accepté tout de suite, c'est un grand historien, spécialiste donc du panafricanisme. Hamzat Boukhari, ce que je lui ai demandé, c'est... Alors, je voyais de plus en plus d'écologistes parler de Thomas Sankara, mais vraiment pour ce que je disais au début, vraiment pour dire, mais il faut arrêter de dire que l'écologie c'est qu'un truc de blanc, un truc de classe moyenne supérieure. Il y a aussi des non-blancs qui peuvent être considérés comme écolos. Et puis alors on sortait comme ça 1 ou 2 phrases complètement sorties de leur contexte de Thomas Sankara, voilà, de telle citation, et on n'allait pas plus loin. Et on ne cherchait pas à mettre justement ces citations dans le contexte anticolonial. On ne disait pas assez que Thomas Sankara, c'est un chef d'État, c'est quelqu'un qui a un programme politique, qui a essayé de réfléchir à ce que pouvait être une société post-coloniale, et pour qui la question de la terre, elle était centrale, comme vraiment le montre très très bien Hamzat Boukhari. Voilà, donc je lui disais, est-ce que tu peux pas nous aider à être un petit peu plus ambitieux concernant Thomas Sankara et concernant donc, ces luttes anticoloniales? Et c'est ce qu'il fait très bien. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure à propos de Maya Mindu, mais tous les auteurs, autrices autour de la table, on leur a donc proposé d'écrire dans le livre, mais en réalité, je pense que c'est tout l'intérêt de la collection. En réalité, on leur a demandé d'introduire d'une certaine manière leurs propos, qui vont ensuite étoffer, développer dans un livre dédié. D'accord. Oui, en fait, tu vois, il y a personne à qui on a dit, voilà, tu vas écrire et puis jamais on se revoit. Ah oui. Non, c'est vraiment, à chaque fois, est-ce que tu peux écrire un petit bout là-dedans, dans ce premier livre collectif, mais est-ce qu'on peut déjà commencer à réfléchir au livre que tu pourrais signer, et tous et toutes ont accepté. Donc, Maya Mindu, il y aura un livre qui sera dédié à la question qu'elle pose là dans Terre et Liberté. Hamzat Boukhari, de la même manière, va étoffer un peu ce qu'il nous dit déjà de la figure de Thomas Sankara et de la figure d'Amilcar Cabral. Voilà, donc, mais c'est une très très bonne introduction déjà. Oui. Ça permet déjà de voir que voilà, Thomas Sankara comme Amilcar Cabral, ce sont donc déjà des chefs d'État, ce sont des visionnaires, des penseurs qui ont les pieds dans la terre. Cabral, il est agronome, et donc quand il parle, c'est aussi en tant qu'ingénieur agronome, c'est aussi en envisageant ce que pourrait devenir, qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette terre enfin libérée. Et quand je disais, ils sont aussi sur une dimension programmatique, c'est voilà, qu'est-ce qu'il s'agit de faire alors on libère la terre, voilà, on a gagné nos indépendances. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple en matière agricole? Dans quelle mesure on peut lutter contre la monoculture?
contre l'assèchement de la nappe phréatique, contre la déforestation, contre voilà, L'emploi de produits chimiques qui rendent les sols stériles. autant de conséquences d'un système colonial et capitaliste. Et ça, il avait en tête. Bon, je pense que c'est aussi pour cette raison, malheureusement, qu'ils ont été tués et que beaucoup de leaders de la libération des peuples d'Afrique ont été tués. Oui. Alors, page 89, j'aimerais citer un autre passage. Alors, là, on est dans le collectif A4. Oui. C'est un passage de Bako, l'un des fondateurs de l'association A4, dont on va parler. L'accès à la terre, c'est l'accès à l'autonomie, à une vie digne. Dans un monde où on nous répète constamment que nous ne sommes pas chez nous. S'ancrer dans la terre permet de s'ancrer aussi dans les imaginaires. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas françaises, que nous n'avons pas un rapport sensible à la terre. On appartient à la terre, on a grandi avec, et il est pour nous important de pouvoir faire face à l'accaparement de nos moyens de subsistance par les multinationales et l'agro-industrie. Souvent, nous avons été forcés de partir de chez nous à cause de l'accaparement des terres dans nos pays, ou par l'inaction politique face au changement climatique. La lutte se passe ici et là-bas. Pouvoir continuer de lutter depuis là où on est pour les droits de la terre et du vivant nous semble essentiel. Là aussi, ça résume vraiment en quelques lignes toute une problématique bien lourde. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots de ce fameux collectif A4 ? Oui, alors A4, c'est un collectif finalement de paysans, de personnes, des hommes essentiellement, qui ont quitté leur terre en Afrique, qui ont quitté la paysannerie africaine pour venir s'installer, se mettre à l'abri. Il s'agit de réfugiés en France hexagonale et on les retrouve souvent, la plupart du temps, dans ce qu'on appelle le secteur tertiaire à la chaîne, c'est-à-dire les métiers de la restauration, de la caisse, des métiers qui sont pas les leurs d'une part et qu'ils n'aiment pas. Voilà, faire la plonge dans la restauration, voilà, ils envisageaient autre chose, eux qui ont cet amour de la terre et encore une fois, c'était pas leur métier dans leur pays d'origine. Et donc, ils aimeraient retourner à la terre, ici en France hexagonale. Il se trouve que en France, on a dans les campagnes en déclin des terres qui se meurent et même des paysans, des paysannes qui se meurent, qui ne trouvent pas repreneurs pour leur terre. Bon, voilà une bonne idée de mise en lien, de pont qu'on peut faire entre des gens qui ont perdu leur terre, qui se retrouvent sans terre, mais qui ont l'amour de la terre, et des gens qui ont une terre, mais qui ne trouvent pas de repreneur. Bon, c'est de là qu'est né A4, en réalité. C'est vraiment comment on retourne à la terre et comment on essaie de créer des ponts entre des organisations paysannes et des organisations de défense des droits des personnes migrantes. Alors, c'est pas facile. Ces ponts, ces liens ne sont pas faciles du tout. C'est ce que dit A4 alors, c'est un texte qui a été écrit à plusieurs mains, hein. Ils s'y sont mis à plusieurs, c'est une super expérience et pour eux et pour nous. Ça donne une richesse dans le texte et moi j'ai hâte de pouvoir, de pouvoir éditer ça et qui nous parle un petit peu de leur expérience, hein, de comment ils avancent et de toutes les contradictions parfois auxquelles ils sont confrontés. Mais voilà, ils montrent que c'est pas si simple parce que il y a quelque chose qu'ils disent, alors je sais pas si c'est dans le texte, mais c'est quelque chose dont ils nous ont déjà beaucoup parlé. Il y a cette idée en France, dans la paysannerie telle qu'elle existe en France, donc une paysannerie blanche, il y a cette idée que, alors la terre, quand tu es noir, tu peux la travailler. Et il faut dire, hein, quand on dit ouvrier agricole, paysan en France, on a l'impression qu'on a en tête comme ça des paysans blancs. Oui. Mais il faut voir, hein, dans le sud de la France, aussi, pas qu'en France d'ailleurs, en Espagne, en Italie, il faut voir qui sont en réalité les paysans, qui sont les ouvriers agricoles. Il y en a quand même un paquet qui sont dits saisonniers et qui sont en réalité qui viennent d'Afrique et qui passent leur temps à circuler d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Ça, on le dit pas. En tout cas, c'est très peu présent dans notre imaginaire. Donc, quand tu es noir, la terre, tu peux la travailler et on te fait travailler. Et on te fait travailler dans les pires conditions d'ailleurs. Mais la posséder, non. Quand tu es noir, tu peux pas posséder la terre, en tout cas pas ici, pas en France hexagonale. Il y a comme ça une barrière, une frontière raciste qui empêche des paysans, y compris parmi les plus... ceux de la meilleure volonté, qui sont
plutôt situés à gauche, etc., hein. Ils ont plutôt affaire à des gens bien, en fait, honnêtes. Mais il y a quand même cette barrière qui empêche de vendre sa terre, de céder sa terre, y compris lorsqu'on est au bord du gouffre parce qu'on trouve pas de repreneur, qui empêche parce qu'il y a ce truc de, non, cette barrière presque mentale, en fait, raciste évidemment, qui empêche voilà, de considérer qu'un homme noir puisse posséder une terre bon, de la France blanche et chrétienne, quoi. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile. En tout cas, ça oblige à penser, à réfléchir à une certaine forme d'organisation. Euh, Moi, je trouve qu'elle a vraiment une avant-garde politique et militante et oui, organisationnelle. Ils envisagent la forme syndicale avec toutes les modalités de lutte syndicale, les grèves, les occupations, voilà. Et s'ils envisagent cette ambition-là, syndicale, c'est parce que voilà, ils ont quand même pas mal d'embûches pour retourner à la terre et donc à leur métier de départ. Et c'est vraiment passionnant, je trouve, dans comment, au fur et à mesure, en fait, ils arrivent à bricoler une organisation politique, le syndicat, vraiment pour revenir à la terre. Et ouais, il pose aussi la question de la propriété. Je trouve ça aussi intéressant. Propriété privée, propriété collective. Ça veut dire quoi la terre comme commun, mais en même temps les Noirs à qui on refuse en fait de posséder la terre. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de posséder à titre individuel la terre lorsqu'on est Noir? Enfin, il y a plein d'enjeux comme ça qui sont vraiment vraiment intéressants. D'accord. Ils ont plein de collectifs locaux. À Quatre, ce sont avant tout des collectifs locaux et ils sont partout. Alors moi, j'étais, quand je bouge comme ça, je vais défendre des livres, je vais à la rencontre de militants, militantes. Voilà, j'étais à Lyon. J'étais à Lyon justement autour de Terre et Liberté et j'y étais avec Hamzat Boukari. Mhm. Et il y avait dans la salle des personnes qui se sont présentées à nous comme collectif A4 de Lyon, par exemple. Mais je sais qu'il y a un collectif A4 du côté de Besançon, il y a un collectif A4. Donc voilà, ils sont. Oui, oui, ça monte en puissance et c'est une très très bonne chose. Que des personnes, d'ailleurs, oui, c'est une très bonne chose, si je peux compléter un tout petit peu, que des personnes migrantes euh, s'auto-organisent. Voilà, il se trouve que c'est la catégorie de population qui est la plus parlée. C'est-à-dire qui est l'objet de nos discussions. On parle des migrants, des migrantes, alors que ce soit dans les espaces d'extrême droite, mais aussi à gauche, en réalité, quand on parle des migrants, migrantes, on les dépossède un peu et de leurs paroles et de leur pouvoir politique. On parle pour eux, pour elles, et on les défend, voilà. Un peu comme on défend la veuve et On l'orphelin. parle à leur Là, place, tu veux dire. On pardon? parle à leur place. On parle, et pas de la meilleure manière, c'est-à-dire que vraiment on les infantilise et c'est un peu comment dire, le projet du pauvre, quoi. Si on va parler de régularisation, des papiers, etc. Là, c'est quand même autre chose dans le texte. Là, on parle de liberté de circulation comme droit fondamental, d'ancrage territorial, de propriété, d'organisation syndicale. C'est autre chose que simplement de dire, oh, regardez, les pauvres, ils sont utiles dans les secteurs du bâtiment et de la restauration, venez, on leur donne des papiers. Bon, c'est quand même une autre ambition, justement politique et même philosophique. Voilà, quel horizon pour les personnes qui sont sans terre, qui sont exilées, qui sont réfugiées en France hexagonale. Et ça, je trouve que pour ça aussi, c'est une expérience qui est vraiment, vraiment intéressante, l'expérience d'A4. Ce sont des personnes, ce sont les premières concernées, comme on dit, les premiers concernés qui parlent, qui envisagent, qui ont un projet politique et qui disent les choses. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller cacher, de mettre sous le tapis ce que je disais tout à l'heure. La personne noire, elle peut travailler la terre, elle ne la possède pas. Ça c'est quelque chose qu'ils mettent eux sur la table pour nous forcer à en parler. Oui, oui. J'aimerais bien citer aussi un passage, enfin même plusieurs, du texte de Malcolm Ferdinand, qui est très éloquent aussi, page 94. Alors déjà, je vais lire la petite bio le concernant. Malcolm Ferdinand est ingénieur en environnement de l'University College London, docteur en philosophie politique de l'Université Paris Diderot et chercheur au CNRS. Il est l'auteur des remarqués Une écologie décoloniale et de S'aimer la terre, défaire l'habité colonial, les deux au seuil. Donc, l'extrait. Le lundi 24 juin 2024, le journal écologiste Reporter a organisé une rencontre en soirée ayant pour thème l'écologie contre l'extrême droite. Cette soirée faisait suite à la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser les prochaines élections le 30 juin et 7 juillet. Comme plusieurs représentantes d'associations, des militants et chercheurs travaillant la question de l'écologie en France, il m'a été proposé d'y prendre la parole quelques minutes. À mon arrivée, j'ai été saisie par un malaise familier.
Parmi les 150 personnes présentes, j'étais une fois de plus l'un des seuls noirs présents. Un malaise familier, car ayant fréquenté depuis plus de 16 ans plusieurs milieux politiques, associatifs, éditoriaux et universitaires abordant les enjeux écologiques, le constat d'une moindre représentation des personnes racisées dans les arènes de pensées écologistes demeure. L'écologie politique française opère au sein d'espaces structurés autour de la blanchité. Il pose la question, page suivante, au sein d'une France post-coloniale et post-esclavagiste, pourquoi les milieux écologistes demeurent-ils plus blancs qu'ailleurs ? Et ce qui est intéressant, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'en fait, c'est pas de la critique pour de la critique. On est à l'étape d'après. Ce sont des propositions, soit elles sont déjà en action sur le terrain. Là, il propose une dizaine de points qu'il a observés, on va en reparler après. Alors, avant d'avancer un peu plus sur ce chapitre, je me demandais, est-ce qu'on sait comment ça se passe dans d'autres pays ? Est-ce qu'il y a des endroits dont on pourrait s'inspirer où l'écologie n'est pas essentiellement constituée de personnes blanches ? Alors des pays dont on pourrait s'inspirer, non, parce qu'il y a vraiment cette histoire coloniale, cette histoire de l'immigration en France, et encore une fois, ce contexte politique où il y a une montée en puissance de l'extrême droite, où l'extrême droite s'intéresse de plus en plus aux enjeux, en tout cas elle dit s'intéresser aux enjeux écologistes et précisément environnementaux. Dit s'intéresser, parce que quand on regarde ce qu'ils votent, que ce soit en France ou au Parlement européen, on voit bien qu'entre les intentions et la réalité, il y a un fossé. Alors, en tout cas, il y a une réalité dans l'extrême droite française, c'est l'attachement à la terre. Oui. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Et malheureusement, il faut l'avoir en tête parce que si on se contente simplement de dire non, mais c'est des menteurs, c'est des hypocrites, ils instrumentalisent la question environnementale alors qu'en réalité, ils ne s'intéressent pas aux enjeux environnementaux. Ça, je pense que c'est une erreur fondamentale parce que c'est mal connaître l'extrême droite française qui a toujours eu un pied dans la terre, pour le coup, toujours. Il y a dans l'extrême droite française des gens qui s'enorgueillissent d'avoir, ça c'est une expérience personnelle, j'ai déjà fait un plateau télé avec une personne, un porte-parole du Rassemblement national, qui se vantait d'avoir géré une dizaine d'années la régie de l'eau du côté de Lyon, et à ce titre, il parlait de l'eau comme bien commun. Mmh. Bon, et il en parlait très bien. Je veux dire, il n'a pas inventé, il n'a pas découvert hier la question de l'eau, qui est un enjeu central dans l'écologie aujourd'hui. Et non, il en parlait en tant qu'expert. Et voilà, quand on voit des personnes comme Hugo Clément se rendre aux grands-messes de l'extrême droite, de Valeurs Actuelles, du Rassemblement national, discuter avec Jordan Bardella qui dit l'écologie c'est les frontières, etc. On ne peut pas simplement dire ça n'existe pas. Ces échanges n'ont pas lieu, ces débats n'ont pas lieu. Et quand il parle, voilà, on ne peut pas simplement dire que c'est de la pure manipulation politicienne. Voilà. Encore une fois, il y a une histoire de l'extrême droite en France, il y a un attachement à la terre. Alors, évidemment, l'attachement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est un attachement qui est exclusif. C'est cette terre est la mienne, et donc ce n'est pas la tienne, et donc on ne veut pas t'accueillir ici. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de terre et liberté, nous, de notre côté. On dit qu'il y a besoin d'ancrage territorial, mais on défend dans le même temps la liberté de circulation, justement pour ne pas défendre cette terre exclusive, cette terre avec cette dimension xénophobe, en fait. Oui, de ce qu'on parlait par rapport au collectif A4. Pardon ? Je dis, ça rejoint ce que tu nous disais par rapport au collectif A4. Oui, ils défendent la terre, mais enfin, il faut que la terre reste entre les mains de personnes blanches. L'extrême droite, tu veux dire. Ah bah oui, l'extrême droite. Tout à fait. Ah mais bien sûr. Alors, oui, mais en même temps, tu vois, alors je te parlais de ce plateau télé, donc c'était dans l'émission C ce soir, et donc il y avait ce parole du Rassemblement national qui parlait donc et alors le sujet c'était Sainte-Soline. Et alors il parlait de l'eau comme bien commun, bien commun. Et alors si je suis pas là pour dire attention, c'est un dirigeant du Rassemblement national, donc il faut lui poser la question de ce qu'il entend par commun. Oui, c'est ça. Qui est dans le commun. Ça va jusqu'où ? Si moi j'interviens pas, je veux dire, ça passe crème sur le plateau et tout le monde continue à discuter, on a l'impression que tout le monde va dans le même sens. Donc, et encore une fois, il s'appuyait sur son expertise liée à la régie de l'eau de Lyon. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, moi je préfère prendre vraiment au sérieux ce que l'extrême droite a à dire en matière écologique. Il y a aussi tout ce mouvement, la survivaliste, qu'on doit regarder aussi. Enfin, bon. C'est pas inintéressant en tout cas, et on gagnerait à prendre ces gens-là un peu plus au sérieux.
Je referme la parenthèse et je ne sais plus ce que je te disais. Est-ce qu'il y a des pays dans le monde où Oui, les mouvements voilà, tu posais la écologistes, question. justement, Ouais. enfin, où il y a plus de mélange et c'est pas juste des personnes blanches? Oui, alors je vais faire une petite analyse comparée sans problème, hein, rapide sans problème. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que voilà, il y a un contexte géopolitique, social, historique aussi, une mise en perspective historique que l'on doit faire pour comprendre en fait les changements nécessaires pour une écologie de la libération, pour une écologie décoloniale, pour une écologie antiraciste. Et ce contexte, il est franco-français. Je veux dire, il y a vraiment de telles singularités dans ce pays, de telles spécificités qu'il faut vraiment, vraiment se faire mal. Voilà, plutôt que de simplement dire, on va aller voir ce qui se passe, je sais pas, aux États-Unis, en Espagne, ben, et on va essayer d'aller chercher les bonnes pratiques. Non, non, il y a vraiment un passé colonial, notamment en France, qui structure beaucoup et malheureusement de plus en plus et les imaginaires, pardon, et le projet politique et les horizons politiques, bon, qu'il s'agit de se coltiner d'une certaine manière, et là il y a du boulot que l'on ne fait pas. Mais alors, cela étant dit, oui, alors les écologies qui existent et qui sont moins situées sociologiquement, on va dire, moins blanches, pas moins Oui. blanches, alors il y a notamment l'écologie aux États-Unis, où les grandes luttes écologistes sont le fait de populations indigènes, d'autochtones, pardon, je veux dire, de populations noires, à l'occasion de luttes d'ailleurs qui sont et écologistes et antiracistes. La question qui est posée, c'est voilà, cet incinérateur, plus récemment ces data centers, quand on regarde où ils sont situés, ces autoroutes très polluantes, bah, elles sont situées, alors non seulement près de l'habitat des populations non blanches, pardon, des populations de classe ouvrière, pardon, la dimension de classe elle est importante, mais aussi, et les deux se croisent, des populations non blanches, et c'est pas un hasard. Et c'est là qu'est née notamment la notion de racisme environnemental. Voilà un peu, alors tu disais quel modèle, quel exemple, bon, c'est intéressant effectivement d'aller chercher de ce côté-là. Il y a notamment les travaux de Razmik Kechoyan, qui sont à lire et à regarder, qui sont vraiment intéressants concernant cette écologie, ces écologies. Il y a aussi du côté, alors ça c'est vraiment vraiment intéressant, c'est pour ça que je tenais absolument à ce que Arturo Escobar écrive un texte dans Terre et Liberté. Arturo Escobar, alors il fait partie donc de ces penseurs-penseuses décoloniaux pour qui la question ne se pose même pas lorsqu'on est dans sur des enjeux écologistes, des enjeux liés à la terre, et ben en fait on est dans le même temps sur des enjeux antiracistes, anticolonialistes. C'est une évidence en fait. Il n'y a même pas à croiser les deux, c'est une évidence. Alors l'évidence qu'on essaie nous d'installer ici en France hexagonale, qui consiste à dire ce qui ravage la terre ravage les populations qui habitent ces terres, et ces ravages se traduisent par de la sous-humanisation. Et donc on ne peut pas lutter contre le ravage des terres les plus ravagées, encore une fois, toutes ne sont pas ravagées de la même manière, on ne peut pas lutter contre les ravages de ces terres ravagées si on ne lutte pas dans le même temps contre la sous-humanisation des populations qui vivent sur ces terres ravagées. Bon, bah ça c'est une évidence pour les penseurs décoloniaux, penseurs et penseuses décoloniaux, dont fait partie Arturo Escobar. Bon, peut-être qu'on peut regarder de ce côté-là, et encore une fois, c'est pour ça que justement ce côté-là, on l'a fait venir dans le livre, Oui. et j'ai bon espoir qu'on puisse traduire plusieurs livres d'Arturo Escobar, et puis aussi de publier, j'espère, des inédits. Oui, on va en Arturo reparler Escobar, à la fin de l'interview. Oui, ça, c'est son texte est vraiment, il m'a subjugué. Bon, ben, on y Oui, reviendra alors. En tout cas, il y a aussi ces pensées-là, je trouve, qui sont vraiment intéressantes et qui sont, oui, oui, intéressantes à regarder, à lire, oui, voilà, pour penser une écologie de la libération ici en France hexagonale. Alors pour ce qui concerne l'Afrique, c'est simple. Le mot écologie, euh, comment dire, n'est pas du tout apprécié. Alors moi, je me souviens, et j'en parlais avec Hamzat Boukari là, quand on était la semaine dernière à Lyon. Il a la même expérience. J'ai été invitée au Cameroun par le festival Agir pour le vivant là-bas, avec l'Institut français de Yaoundé. Et donc, il y avait une conférence comme ça qu'on m'a proposé d'animer sur l'écologie pirate. J'y allais pour l'écologie oui. pirate. Puis du Euh, titre de ton livre, donc.
voilà, du titre de mon livre. Et alors, très vite, alors il y avait dans la salle vraiment des personnes très différentes, des étudiants, des universitaires, des gens qui habitaient là dans le coin, qui fréquentaient l'Institut français, parce que c'était dans les locaux de l'Institut français. Et alors, tout de suite, on m'a dit, ah non, pas l'écologie. L'écologie, c'est la nouvelle arnaque, la nouvelle filouterie des Blancs, des Européens, pour nous empêcher d'utiliser nos ressources et pour nous empêcher de nous développer. Maintenant que les Européens se sont bien gavés et ont installé un certain niveau de confort, et que maintenant qu'ils ont détruit la terre, le monde, voilà, ils prennent peur parce qu'ils vont subir eux-mêmes les conséquences de ce qu'ils ont ravagé, et donc ils nous empêchent nous de nous développer. Voilà un peu la définition qu'on a là-bas de l'écologie. D'accord. C'est voilà une pression, des contraintes environnementales. C'est évidemment l'écologie punitive, mais c'est surtout des contraintes environnementales qui sont posées par une Europe hypocrite, puisque tant qu'il s'agissait de se développer, elle n'avait aucun scrupule, et d'ailleurs elle n'a toujours pas de scrupule à ravager les terres Oui, africaines. On pense notamment à Total et à son pipeline chauffé sur des kilomètres et des kilomètres entre l'Ouganda et la Tanzanie. oui, je suis en train de chercher le Bon nom. voilà, Il y a eu c'est beaucoup. le projet ICOP. ICOP, C'est le voilà, projet c'est ICOP ça. de Total. Oui. Et donc, il s'étire comme ça sur Ouganda, Tanzanie. Bon, c'est aujourd'hui, je veux dire. Donc, dans le même temps, on leur parle d'écologie, de contraintes environnementales, en leur parlant des risques du dérèglement climatique. C'est pas des risques d'ailleurs, ce sont des conséquences qui sont déjà avérées aujourd'hui, ce qui se traduisent par des inondations, par des méga-feux, de la sécheresse. Et on est bien placé en Afrique pour savoir que c'est évidemment dû au dérèglement climatique. Mais ça vient, ces recommandations, ces conseils, ces contraintes d'ailleurs, souvent ce sont des contraintes, par les principaux responsables de ce dérèglement climatique. Donc vraiment le mot écologie là-bas, moi je sais qu'on peut pas le voir. Alors moi je disais, pour me défendre un petit peu, oui mais attention, il y a un adjectif quand même qui suit l'écologie, c'est pirate. Et donc c'est pas n'importe quelle écologie. Mais en tout cas ça montre à quel point il y a la nécessité, lorsqu'on parle depuis l'Europe, depuis la France hexagonale, donc depuis l'endroit où on est responsable du dérèglement climatique en réalité. Il y a la nécessité d'envisager une écologie qui prenne en considération tous les points de vue, y compris les points de vue de l'autre côté de la Méditerranée. On ne peut pas simplement se contenter d'aller comme ça sur nos chevaux blancs pour aller prêcher la bonne parole, faire les missionnaires, comme je disais tout à l'heure, pour aller dire à quel point les Africains se comportent mal, et à quel point il faut qu'ils arrêtent voilà, d'extraire les énergies fossiles, etc. Même si on sait bien que, évidemment, que l'extractivisme a des conséquences sur le dérèglement climatique. Mais voilà, il faut prendre en considération aussi ces points de vue. Voilà un peu dans quelle mesure, oui, ça peut être intéressant de voir évidemment ce qui peut se produire et ce qui peut être pensé ailleurs pour penser mieux une écologie de récupération ici depuis la France hexagonale. Et puis, alors Malcolm parlait lui des Outre-mer. Et évidemment, lui, dans ses livres que tu as cités tout à l'heure, il y a ce livre, notamment le premier, Une écologie décoloniale, où il donne à lire ses pensées, ses luttes aussi depuis la Guadeloupe, notamment contre les ravages qu'a causé Le le chlordécone. chlordécone, interdit ici en France hexagonale et un peu partout dans le monde, mais autorisé là-bas chez les sauvages, en fait, et ce deux poids, deux mesures et cette injustice fondamentale, oui, il s'appuie là-dessus pour dire, pour en appeler oui, à une écologie décoloniale. Donc il y a effectivement ce texte de Malcolm dans le livre Que je vais encore dont citer, parce que j'ai 2 autres petits extraits, parce que c'est sur 3 aspects différents, parce qu'ensuite il écrit « Cependant, à partir de mon expérience de chercheur noir martiniquais, coprésident d'une association écologiste et vivant en Île-de-France, j'ai pu repérer au moins 10 mécanismes. » Alors c'est super intéressant, évidemment on ne va pas les décrire, on va laisser nos auditrices et auditeurs aller acquérir le livre et se plonger dedans, mais et pas que nos auditrices et auditeurs... je veux dire aussi, j'espère, les politiques. Donc, j'ai pu repérer au moins 10 mécanismes qui participent à la normalisation de l'exclusion des voix non blanches en matière d'écologie. Par mécanisme, j'entends des manières d'organiser un discours écologique, d'en définir les thèmes, le périmètre et ses interlocuteurs.
ses canaux de diffusion et ses arènes. Et il explique donc ensuite ces 10 mécanismes. Et je me demandais si, tu me diras, va falloir que je lui demande à lui directement, mais est-ce que vous aviez fait ou est-ce qu'il avait fait parvenir ces 10 points aux responsables politiques des partis écologistes français? Est-ce que ça a déjà servi de base de discussion, d'échange? Est-ce que ça a été, est-ce que c'est arrivé jusqu'à eux? Est-ce que ça commence à circuler? Est-ce qu'ils prennent connaissance de ces 10 points? Alors c'est une très bonne idée, donc je la note. Oui, alors quand on a présenté le livre à l'Académie du climat il y a quelques semaines, il y a des personnes qui sont venues nous voir à la fin pour dire mais ce qu'on va faire avec le texte de Malcolm Ferdinand, c'est qu'on va l'imprimer, on va l'imprimer en A3 et on va aller le placarder dans toutes les municipalités, les locaux des différentes ONG, des différents médias, etc. Et c'est vraiment un truc très pratico-pratique en réalité ce texte. En 10 points, ça fait un peu 10 commandements. Mais effectivement, c'est dans une démarche très constructive où il ne s'agit pas simplement de dire l'écologie est trop blanche, trop pas assez antiraciste. C'est pas de la victimisation, c'est constructif. Voilà. Oui. Alors non seulement c'est pas de la victimisation, mais c'est pas pointer du doigt pour pointer du doigt, la critique pour la critique. Tout à fait. C'est vraiment effectivement pour avancer, même si on sent quand même que il y a là une peut-être pas une déception, mais voilà, quand il raconte que le fait d'aller dans tel espace au moment d'un très fort risque de prise du pouvoir par l'extrême droite, et donc voilà, on se dit lutte contre l'extrême droite quand même, ce serait bien que ce soit pas un front uniquement de blancs. Bon, il dit quand même sa déception, une certaine forme de colère, j'imagine, de voir que voilà, il est le seul non-blanc de la salle. Il y a visiblement plusieurs centaines de personnes. Donc voilà, il ne s'agit pas simplement d'être constructif. Je pense qu'il s'agit aussi de taper un petit peu du poing sur la table pour dire que ce n'est pas normal. Mais effectivement, on ne se contente pas de taper du poing sur la table, donc il y a tout ce qu'il y a ensuite. C'est très pédagogique, je trouve, ce texte. Vraiment, c'est vraiment point par point. Il donne vraiment des clés pour détricoter en fait cette écologie blanche, pour montrer que elle n'est pas tombée du ciel, que c'est pas un accident en fait. C'est que tout est fait pour que l'écologie soit blanche. Voilà, c'est ça qu'il essaie de montrer, c'est qu'en fait, on travaille à ce qu'elle soit blanche. On y travaille. On y travaille depuis l'écologie. Et que c'est un travail de tous les jours. Et donc, il faut travailler à défaire cette écologie blanche. Et c'est vrai que dit comme ça peut paraître de la provocation, ça peut paraître facile et de la victimisation, mais en fait, il faut lire, il faut vraiment lire toutes ces personnes, ce qu'elles écrivent, parce que c'est en le lisant qu'on comprend au-delà des phrases, et comme dans ton livre d'ailleurs, par rapport à Verdragon et à ce que vous avez subi dans ton livre Pour une écologie pirate, c'est vraiment en lisant, en allant s'enrichir et comprendre les points de vue de ceux qui subissent ce qui est là dénoncé, que l'on peut mieux appréhender en fait le problème, je crois. Oui, alors moi je parle pas de risque de victimisation. Je crois pas qu'on en soit là aujourd'hui en France, à l'heure où le premier parti politique qui sort des urnes, notamment au moment des élections européennes, parce que... Non, c'était par rapport au fait de dire tout est fait dans l'écologie pour que ça reste blanc. Je pense qu'il y a des personnes que ça va choquer d'entendre ça. C'est pour ça que je dis, en le lisant, on comprend quoi. Ah mais alors les personnes que ça choque, je sais pas qui sont ces personnes, mais moi je refuse de le prendre en considération parce que, alors c'est ce que j'allais dire, la scène dont parle Malcolm quand il dit qu'il vient, on l'appelle pour venir participer à un temps après à des élections, donc il s'agit des élections européennes. Le premier parti qui sort des urnes, c'est le parti de Jordan Bardella qui arrive loin devant tout le monde. Oui. Je crois qu'il a 32, 33, loin devant le parti présidentiel macroniste et bien loin devant la gauche, les partis de gauche. Donc je veux dire, on est dans un contexte où le premier parti de France, c'est le Rassemblement national, c'est l'extrême droite. On voit bien lors des manifestations climat, lors des grands-messes, des colloques, etc., écologistes, que en fait, ce sont que des personnes blanches, quasiment. Venir dire, ah bah oui, c'est de la provocation, ou je comprends pas, je m'interroge sur le fait de dire ça, cette vérité que tout le monde peut constater. Non, je pense qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Non, mais de dire que c'est fait, que tout est fait pour, c'est là, je pense, où il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas. Qui n'arrivent pas dans les têtes de... Alors moi je pense que ça arrive, alors, si tu me permets, oui, je pense que ça arrive, mais que malheureusement beaucoup
qui évidemment voit bien la société dans laquelle on vit. Enfin, je veux dire, voilà, on voit bien qu'on ne vit pas de la même manière dans un quartier populaire habité par des Noirs, des Arabes, des musulmans, et dans un quartier pavillonnaire habité par des Blancs. On voit bien qu'on respire pas le même air, on voit bien Bien qu'on n'a sûr, pas accès à oui. la même nourriture, aux mêmes écoles. D'ailleurs, c'est le contournement de la carte scolaire, qui est une fraude, c'est un sport national. Je veux dire, il y a des gens qui vivent dans des villes populaires et qui seraient prêts à perdre un bras plutôt que de scolariser leur enfant dans l'école de secteur. Bon, bah ça, je veux dire, ça, ce sont des évidences aujourd'hui. Alors, peut-être que sur les réseaux sociaux, il y a des gens, d'ailleurs, qui sont plutôt des pseudos, des faux comptes, etc., qui disent que c'est pas vrai, etc. Mais je veux dire, dans le débat politique, intellectuel aujourd'hui, on n'en est quand même plus là à dire que le racisme n'existe pas et que en fait c'est quelque chose qui tombe du ciel. Bah oui, c'est comme ça. Les personnes blanches, bah, elles sont génétiquement plus à même d'être écologistes, d'avoir du pouvoir, de vivre dans des beaux quartiers. Et les personnes non blanches, les noirs, les arabes, les musulmans, bah, c'est comme ça, c'est génétique. Elles s'intéressent pas à l'écologie, c'est comme ça, c'est génétique. Elles sont plus à même de vivre dans la... Tu vois ce que je veux Oui, dire? Donc, oui. non, je veux dire, voilà, quand on est sérieux, et je pense que là, les gens qui t'écoutent sont des personnes voilà, qui sont sérieuses. Oui. Et donc qui admettent voilà, que effectivement, si lors d'une manifestation climat ou lors d'un colloque autour de l'écologie où on parle de la planète, de l'humanité, de la biodiversité, s'il n'y a autour de la table que des personnes blanches, c'est bien qu'il y a eu un travail qui a fait qu'on se retrouve entre personnes blanches autour de la table. Ou alors on dit, ah ben c'est génétique. Les personnes non blanches ne s'intéressent pas à l'écologie, ne s'intéressent pas à la Terre, à la planète, etc. Bon, ce qui n'a pas beaucoup de sens en fait, ça n'a pas de sens, ça tient pas la route. Donc non, donc il y a bien des volontés, c'est quelque chose de structurel, je parle pas d'un grand méchant loup qui serait là en train de manipuler de manière... Non, c'est de la même manière qu'on arrive à une société patriarcale, le patriarcat il ne tombe pas du ciel, il y a quelque chose là de structurel. Le racisme, c'est pareil. Et donc, voilà, c'est ça qu'on essaie de montrer dans ce livre et ce qu'essaie de montrer Malcolm en particulier. Non, moi je pense que le risque, c'est pas tant de dire non, c'est de la victimisation, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Le risque, c'est l'indifférence ou alors la volonté de mettre ça sous le tapis. Voilà, c'est là qu'est le risque, en réalité, Anne, si tu me permets, Oui, oui. c'est de deviner que il s'agit effectivement de verrou. Il s'agit d'un système de verrouillage dans l'accès à l'écologie. Effectivement, on le devine ça, mais on n'a pas envie de changer. On n'a pas envie de changer parce que l'écologie, c'est un objet de pouvoir, c'est un espace de pouvoir, c'est un espace de revenu, c'est une identité aussi, être écolo aujourd'hui. C'est une identité qui apporte de la respectabilité. Je suis écolo, je suis du bon côté de la barricade, etc., etc. Et donc, voilà, et ça, on ne veut pas forcément le partager. Et donc, nous, quand on vient avec cette écologie décoloniale et antiraciste, ce sont ces privilèges-là, en réalité, qu'on remet en question. Et donc, évidemment, c'est difficile de remettre en question des privilèges. Les privilégiés en question ne sont pas forcément d'accord. Voilà. Pour moi, c'est plutôt là qu'est le risque. Et en tout cas, moi, je préfère me situer là, dans ce débat-là, plutôt que de repartir 20 ans en arrière sur des vieux débats sur arrêter de dire blanc, il n'y a pas de couleur, on est tous humains, etc. Je veux dire, ça, on n'en est plus là avec, encore une fois, un RN, Oui, premier parti de France. Voilà. tout à fait. Merci pour ces précisions. Donc, le temps passe et je vais inviter nos auditrices et auditeurs à aller dans le livre, voir, parce qu'il y a des textes dont on n'aura pas le temps de parler, mais notamment celui du collectif Vietnam Dioxine. Donc, c'est quand même, rappelons en quelques mots, 80 millions de litres de produits chimiques déversés en une décennie sur 10% du territoire vietnamien actuel, soit la surface de la Belgique, et ces épandages d'agents orange ont été constitutifs de la notion d'écocide par leur nature toxique sur un double plan. Donc allez lire ça parce que ça montre bien les liens qui existent entre les luttes écologistes et antiracistes, parce qu'en plus d'avoir été victimes de l'agent orange, ces populations sont aussi victimes dans le traitement juridique du préjudice qu'elles ont subi. Et puis il y a un très beau aussi dans ce texte un lien avec la mangrove, donc je vous invite à le lire. Et puis à la fin du livre, 3 textes sur la Palestine,
au premier abord, on peut se demander justement quel est le lien, pourquoi parler de la Palestine, et des liens, il y en a beaucoup, les textes sont très beaux. Je pense aux textes aussi de Sheila Sheikh, Omar Al-Soumi. Donc je te laisse développer un petit peu, Fatima, si tu veux bien, pour nous expliquer pourquoi ce choix, pourquoi 3 textes, pourquoi ces personnes-là, de quoi on parle. Alors, au-delà de la collection, alors moi, ça fait quand même quelques années que j'observe que la question palestinienne a déserté des champs politiques, intellectuels, académiques, des champs de réflexion, malheureusement. C'est-à-dire que on est uniquement, quand on aborde la question palestinienne, sur quelque chose d'assez caricatural, pour, contre, sur quelque chose qui est très très vite polémique, et qui empêche de lire la situation de manière posée, contradictoire, certes, mais en ayant quand même un certain nombre de références, et puis de mise en contexte, de mise en perspective historique. Bon, je pense notamment aux écrits, aux travaux d'Edouard Saïd, voilà, qui manquent beaucoup, et donc penseur palestinien, d'ailleurs un des fondateurs de ces pensées décoloniales, postcoloniales. Et alors quand donc il y a eu le début du génocide en octobre 2023, je trouvais que ça manquait justement pour lire en fait ce qui se passait en Palestine, encore une fois dans une perspective historique, et en essayant de comprendre en quoi, alors non seulement il s'agit d'enjeux d'anticolonialisme, mais aussi en quoi il s'agit d'enjeux écologistes, que ce sont des enjeux aussi liés à la terre et à la libération de la terre. Alors moi j'avais commencé à faire ce travail-là dans mon livre Pour une écologie pirate, où il y a un chapitre qui est dédié à Algérie, Plogoff, Palestine, où je fais le lien entre la lutte de libération anticoloniale en Algérie, la lutte contre l'installation d'une centrale nucléaire à Plogoff. Et je considère qu'il s'agit là et d'un projet colonial de la part de l'État français vis-à-vis de cette population de Plogoff, qui est une population blanche. Mais on peut avoir un rapport colonial à une population blanche. Hein, c'est pas il y a un très beau documentaire racial, qui a été fait sur cette lutte. Tout à fait, deux beaux documentaires, effectivement. Oui. Et voilà, donc ce que je veux dire, c'est que voilà, quand on parle d'entreprise coloniale, il ne s'agit pas d'entreprises uniquement qui visent uniquement les populations non blanches. L'État français, vis-à-vis de cette population dans les années 70, cette population dans cette ville de Bretagne, a eu un rapport colonial. Preuve étant, j'essaie de montrer ça dans mon livre, qu'on a fait venir les paras, l'armée française, une partie de l'armée française qui était au Tchad, et on l'a fait venir pour s'occuper en fait de ces femmes, parce qu'il y avait beaucoup de femmes sur le front de Plogoff, parce que alors il y a beaucoup d'hommes qui étaient comme ça marins et qui étaient sur les bateaux, et donc on a fait venir ces gens-là pour s'occuper des femmes, pour les faire taire, pour casser leur résistance. Bon, voilà, là je voulais mettre en lien l'Algérie et Plogoff et la Palestine pour dire ouais, ce qui se passe en Palestine c'est pareil. Et c'était le livre est sorti début 2023, hein, je précise, pour dire là en tant qu'écologiste, on a quelque chose à dire sur ce qui se passe en Palestine, on a quelque chose à dire sur la spoliation de cette terre-là, et on a quelque chose à dire sur comment il faudrait soutenir les luttes de libération de cette terre, donc spoliée. Et donc en discutant avec Les Liens qui libèrent, l'éditeur, et quand ils m'ont proposé de prendre la direction de cette collection, moi j'ai dit tout de suite question palestinienne. Je suis arrivée avec ça en disant... D'accord, mais alors je veux que cette question-là, elle soit au centre. Et vraiment, on va essayer d'amener ça dans le champ éditorial, dans le champ intellectuel, politique français. Faire le lien, c'est un des objectifs de la collection, entre la question écologiste et la question palestinienne. C'est pour ça que j'ai contacté les 3 auteurs que tu as cités. Donc Sheila Sheikh, qui a fait ce travail à Ramallah et qui s'appuie sur cette expérience à Ramallah, donc ville palestinienne. Le projet Sakir. Oui, tout à fait, qu'elle développe un petit peu dans ce texte, mais qu'elle va, j'espère, étoffer encore dans un livre à venir. En parlant d'enchantement et de réenchantement. Oui, et je ne sais pas si tu l'as dit, mais je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est un très 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 beau texte, et avec beaucoup de poésie, beaucoup de sensibilité, ça tu l'as dit au départ, et je trouve que c'est quelque chose d'assez commun aux différents textes, en fait. Il y a vraiment cette dimension qui est fort utile.
Oui, oui. Et qui manque peut-être un peu, un peu dans l'écologie plus classique. Il y a le texte aussi donc d'Omar Al-Soumi, donc qui est un des fondateurs de ce collectif qui s'appelle Urgence Palestine, qui est dans le viseur de Bruno Oui. Retailleau, et c'est pas du tout surprenant, hein, c'est une organisation qui a des ambitions politiques, c'est-à-dire qui n'est pas uniquement sur un aspect humanitaire. L'organisation Urgence Palestine, lorsqu'elle parle de Gaza, elle ne parle pas que d'humanitaire, de droit humanitaire. Elle parle aussi de politique et d'horizon politique. Omar Al-Soumi, la question que je lui ai posée, c'est de quoi la Palestine est-elle le nom pour nous qui ne vivons pas en Palestine? Et c'est vraiment... alors, ce texte, il est passionnant. Et alors là, il a envoyé son manuscrit pour le livre que l'on va signer au lien qui libère dans cette collection. Son livre qui va sortir en octobre. Et vraiment, c'est incroyable, quoi. Tout à coup, il nous amène à des niveaux de réflexion et aussi d'espoir, parce que bon, la Gaza, quand même, c'est quand même un lieu de sidération, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Et en fait, il essaie de réfléchir alors justement, je parlais d'espoir et même d'espérance, si je peux me permettre ce mot un peu plus religieux, euh, à un moment donc où on est pris dans une sidération, une impuissance politique, parce que alors il y a Gaza, mais alors maintenant il y a l'agression de l'Iran, etc. Donc on voit bien comment ça, et puis la Syrie, et puis le Liban, et puis le Yémen. Donc on voit bien que c'est une région, bon, où il se passe plein de choses qui sont pas des bonnes nouvelles, et où il y a des conséquences aussi pour nous. Voilà, il y a déjà des conséquences pour nous dans la mesure en plus où la France, elle se rend complice quand même d'un certain Mm. nombre de crimes qui sont commis là-bas. Et alors lui, je trouve que ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il nous propose une sortie, en fait, un horizon. C'est-à-dire, malgré cet état de sidération dans lequel on est, alors lui, il est palestinien en plus, hein, ça je sais pas si je l'ai dit, mais il est palestinien, donc bon, il faut imaginer aussi les conséquences que ça peut avoir sur lui, sur son corps, sur sa famille, etc. Il vit en France. Euh, Malgré cet état ouais, de sidération et d'impuissance, voilà, il réfléchit à comment on pourrait s'en Mm, sortir en mm. fait, mais tous et toutes, en essayant de nous amener à réfléchir à nous-mêmes. C'est dans quelle mesure la libération de la Palestine, c'est une libération en fait de l'ensemble de l'humanité, en tout cas de nous ici en Europe et nous ici en France. Et voilà, pour ça, je trouve ça indispensable. Ça permet aussi de comprendre un petit peu pourquoi Greta Thunberg porte un kéfier, pourquoi elle s'est rendue à Gaza en flottille. Oui, Greta Thunberg donc, était connue seulement pour son engagement sur la question climatique, qui est donc là de plus en plus euh, euh, consciente que tout est lié. et qui s'engage là-dessus. Oui, Je veux dire, l'essentiel de ce que fait aujourd'hui Greta Thunberg, c'est en direction de Gaza, c'est en direction de la Palestine. oui, oui, Et elle l'articule je très bien. suis d'assez près et bon, elle est très courageuse, je trouve, parce ça, évidemment, ça suscite un flot, un torrent d'attaques, de haine, de bêtises aussi, je trouve. Mais je pense elle va faire partie des voix qui comptent, à mon avis, dans les années qui viennent, parce que elle a déjà fait beaucoup de chemin, quoi. Elle est toute jeune et c'est incroyable tous les liens qu'elle fait et cette compréhension du monde comme beaucoup quand même aujourd'hui, je trouve, dans la jeunesse et heureusement. Oui, et d'ailleurs, enfin, tu disais, elle va faire partie des gens qui comptent. Moi, je pense qu'elle va faire partie des gens qui comptent parce qu'elle s'est positionnée sur Gaza et la Palestine. Sinon, elle ferait pas partie des gens qui comptent, je me permets de le dire. C'est une question, en fait, alors soit on la traite, on l'aborde, parce qu'elle est là. C'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce. Et on continue de compter, on continue à être crédible, à être considérée comme sérieuse. Soit on refuse de la traiter, cette question, parce qu'elle coûte. Elle coûte, parce qu'effectivement, il y a des attaques. Après, Greta Thunberg, elle est quand même habituée, hein. Il faut voir ce qu'elle s'est Oui, oui, pris c'est très vrai. jeune adolescente sur la question climatique. C'est Donc, vrai, je pense que oui, oui, bon, voilà, elle a l'habitude, climat, Palestine, tout ça. Bon, oui. et puis en plus avec l'expérience, etc. On voit que bon, effectivement, son courage ne date pas d'hier. Elle a commencé à militer avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui ne prennent pas, les gens dans l'écologie, qui refusent de voir l'écocide en Palestine, l'écocide à Gaza, qui refusent de voir cette terre spoliée, qui refusent d'entendre le peuple palestinien qui veut, comme nous, en fait, avoir une terre
à retrouver sa dignité humaine tout simplement. Les gens qui refusent ça, mais pour moi, vraiment, je le dis, je l'ai déjà dit, ce sont des gens qui vont finir dans les poubelles de l'histoire. Ils ne rentreront pas dans l'histoire, en fait, comme va rentrer Greta Thunberg. C'est aussi simple que ça. Parce qu'évidemment, les deux questions sont intimement liées. Oui. C'est vraiment ne pas comprendre ça, ne pas comprendre qu'on ne peut pas avancer dans un projet écologiste sans prendre en considération ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire en considérant que ce qui se passe à Gaza nous concerne, nous. Oui. Ne serait-ce qu'en disant, alors c'est ce qu'a commencé à faire Omar Al-Soumi, il faut voir tout ce qui s'expérimente à Gaza. Gaza, c'est un laboratoire en termes de nouvelles technologies. On a parlé de génocide par IA, par exemple. Il faut voir les nouvelles technologies qui sont liées au contrôle, à la surveillance, aux drones à Gaza. Ça, c'est ce qui peut nous arriver demain. Oui. C'est ce qui arrive d'ailleurs déjà. Il y a eu, il y a quelques jours, un contre-sommet du Bourget. Faut voir l'État génocidaire israélien qui vend ces nouvelles trouvailles qu'il expérimente à Gaza, qui les vend au monde entier. Voilà. Donc il y a quelque chose pour nous en fait à interroger sur. Mais alors, on regarde ailleurs quand ces armes, quand cette technologie, elle vise cette population d'Arabes. Et on s'en fout parce que c'est des Arabes. Dans quelle mesure, attention, ça va nous retomber dessus en fait, et assez vite. Nous qui sommes, alors des non-blancs, oui, des musulmans, des minorités, d'accord, mais des opposants politiques aussi. Et on sait à quel point, voilà, l'opposition politique, les écologistes peuvent devenir, hein, d'ailleurs, ils sont pour partie qualifiés d'éco-terroristes déjà par les États occidentaux. Dans quelle mesure demain, voilà, ça pourrait les viser. Alors je dis ça, alors en sachant que parmi les organisations qui ont été présentes sur le contre-sommet du Bourget, donc ce sommet sécuritaire et militaire, il y a un certain nombre d'organisations écologistes françaises déjà. Donc il y a quand même cette prise de conscience. Oui, j'ai vu ça. Oui. Mais ce serait bien de passer la deuxième. Oui. Et de considérer que la question écologique, elle est fondamentalement liée à la question palestinienne. En tout cas, c'est ce qu'essaie de montrer Omar Al-Soumi. Et puis voilà, Arturo Escobar, qui est un penseur décolonial, qui a tellement l'habitude de circuler entre les pensées féministes, les pensées anticolonialistes, les pensées écologistes, les pensées anticapitalistes, matérialistes. Enfin, il a tellement l'habitude, comme tous les penseuses décoloniaux, ils ont cette facilité à considérer que tout ça, c'est un même système d'oppression et qu'on y répond par un projet politique commun aux féministes, aux écologistes, aux anticolonialistes, etc. Et ça, voilà, on voulait finir par ce texte-là parce que vraiment, tout paraît possible, quoi. Oui, j'ai trois lignes pour lire un petit extrait que j'avais sélectionné de Omar Al-Soumi, justement, qui m'a beaucoup touchée, où il écrit « Force est de constater l'échec de la plupart des projets politiques à développer une vision globale qui va de l'infiniment grand de notre soif de libération, de vérité et de justice, en incluant l'infiniment petit de nos êtres, de nos personnes, nos affects, nos psychés. Combien de révolutions butent sur les rivalités intestines? Combien de militants ont été dégoûtés par les guerres d'ego de nos mouvements? Pour une alternative à l'habité colonial de la Terre, il nous faut certes un projet commun, mais aussi une méthode. Pour vivre harmonieusement à 10 milliards sur cette Terre, je pense que notre plus grand défi aujourd'hui, c'est de développer ce qu'on peut appeler dans une première approximation la science du partage, ou mieux, l'amour révolutionnaire. C'est beau, hein? Oui. Et les trois petites lignes que j'avais prises dans le texte, le magnifique texte d'Arturo Escobar, donc je le cite, alors en fait il cite lui-même le philosophe Yuc Hui, où il met: quant à la situation actuelle, quelle réponse nous faudrait-il apporter pour relever le défi que l'humain s'est lancé de supprimer ses propres conditions d'existence? Mais oui, c'est comme ça, je pense qu'il faut voir les choses. Ensuite, c'est un titre dans les différentes parties: le fondement de la vie est l'interdépendance et non la séparation. Et le troisième petit titre que je trouvais très beau: prendre soin de la toile de la vie devrait être le fondement de la vie et de la politique. Voilà. Et c'est le texte, ce texte d'Arturo Escobar, il faut vraiment aller le lire en entier parce qu'il est très spirituel aussi, hein, et en fait ça revient
le pluriversel, tout ça, que ce soit dans les populations autochtones, dans leur rapport au monde, à la vie et à la mort, hein, parce que chez eux, tout ne fait qu'un, justement, il n'y a pas toutes ces séparations, comme dans des spiritualités asiatiques, d'ailleurs anciennes, et tout ça, nous, ici, on l'a tellement piétiné, en fait, hein. On a tellement coupé, on s'est tellement coupé du monde, les uns des autres, de la nature, on s'est séparé de la nature, ça c'est bon. Je trouve que ce texte qui... Où on nous a séparés. Comment ? Où on nous a séparés de la nature. Je pense que, voilà, par exemple, depuis les quartiers populaires, je le disais tout à l'heure concernant A4, sont des personnes qui sont dans la terre, qui la cultivent, qui vivent avec la terre, qui arrivent ici et qui sont parqués dans des endroits où ils n'ont plus accès à la terre parce que ce sont des endroits qui sont bétonnés, où il n'y a pas justement de... Il n'y a même pas d'arbres, quoi, parce que, voilà, Et donc, voilà, c'est... Oui, de dire simplement, on s'est coupé, c'est pas totalement juste. Parfois, on a été coupé et Oui, ouais, je parlais c'est pour ça qu'on parle surtout de libération. notre société blanche occidentale qui est devenue tellement matérialiste que justement... Oui, mais là aussi, même pour la société blanche occidentale, hein, je me permets de tout ça. Je disais qu'il y avait des rapports de race, il y a des rapports de genre, il y a des rapports de classe aussi. Je pense que tu sais certainement que les populations de la classe ouvrière ont été installées dans l'Est parisien et pas dans l'Ouest, parce que c'était pour suivre le sens du vent au 19e siècle, quand il y a eu comme ça ce capitalisme industriel avec toutes ces industries polluantes, etc. La classe bourgeoise, sachant déjà les effets, les conséquences de la pollution. De ces pollutions, effectivement, sur la santé des individus, a bien pris soin d'aller s'installer dans ce qui existe toujours, les Hauts-de-Seine, bon, dans l'Ouest parisien, quoi. Et donc on voit bien que, voilà, même pour la population, dire juste la population blanche et occidentale, c'est pas suffisant. Il y a des enjeux de classe aussi qui sont importants. Quand on parle d'écologie populaire, il faut aussi prendre en considération, enfin, c'était pas vraiment le lieu ici dans ce livre et dans cette collection, mais ce qu'on provoqué, ce qu'a provoqué le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Et moi, je l'inscris notamment dans cette perspective-là. On n'est pas tous sur le même bateau, y compris lorsqu'on parle de classe sociale. Et donc, oui, ça n'existe pas de dire simplement on s'est coupé. C'est que malheureusement, les populations les plus vulnérables, que ce soit en termes de classe, de genre, de race, ont été coupées. Et il y a une lutte donc à mener. C'est pour ça qu'encore une fois, on parle de libération. Ce sont des luttes qu'il faut mener pour défaire tout ça. Ouais. Fatima Ouassak, un grand merci. Comme je le souhaite souvent dans les podcasts de So Sweet Planet, justement, c'est pour moi-même faire le cheminement et entraîner les auditrices et auditeurs à faire un cheminement pour nous aider à affiner nos façons de penser. Et comme tu m'as gentiment repris à plusieurs reprises lors de cette interview, c'est exactement le sujet, en fait. C'est justement d'essayer de mieux comprendre, d'évoluer et d'élargir et de ne pas perpétuer toujours ce qu'on a toujours pensé, de s'ouvrir. Ça ne veut pas dire forcément adopter le point de vue de l'autre, mais en tout cas l'écouter, comprendre et justement, c'est souvent dans le dialogue qu'on avance un peu des deux côtés. Et pour ça, merci beaucoup. Merci pour ce livre. Donc je rappelle le titre « Terre et liberté, manifeste antiraciste pour une écologie de la libération ». C'est paru au Lien qui libère. C'est un beau gros travail. C'est franchement un livre à mettre entre beaucoup de mains, à faire passer. Et voilà, ça aide à réfléchir, à penser et à construire, on espère, un monde meilleur. Merci pour l'invitation. Voilà. Donc je te souhaite une bonne continuation. Je sais, on n'en a pas parlé, mais je sais que tu as écrit aussi un petit livre qui vient de sortir qui s'appelle Comme Ali et que tu vas jouer en Suisse, c'est ça, bientôt ? Oh oui, tout à fait. J'essaie d'aller vers des espaces moins militants, vers la culture, pour aller travailler cette dimension artistique que je trouve intéressante aussi quand on veut faire passer des messages. Ça peut être bien de passer par un aspect plus sensible, oui, on va dire. C'est complémentaire, oui, effectivement. Bien, merci beaucoup.
Très bonne continuation. Merci à toi. Et Merci. à bientôt. SoSuite Planète, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode.